Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de comment notre génération a réussi à prendre une philosophie vieille de 2500 ans, créée spécifiquement pour diminuer l'anxiété et la transformer en contenu qui augmente l'anxiété. C'est assez impressionnant en fait. Si vous aimez l'épisode, laissez un like s'il vous plaît. La chaîne commence et ça aide vraiment beaucoup. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je trouve toujours fascinant de savoir qui suis. Maintenant, imaginez quelque chose. Le bouddhisme moderne sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène assez particulier. Vous avez des gens qui enseignent le détachement tout en vérifiant leurs likes toutes les 5 minutes. Des gourous prêchant l'amour inconditionnel mais bloquant les commentaires négatifs. Des influenceurs faisant des lives sur comment être présent qui sont interrompus par des notifications d'autres applications. L'ironie, c'est que nous vivons la première ère de l'histoire où vous pouvez gagner de l'argent en étant zen, faire un burn-out en pratiquant la compassion et développer de l'anxiété sociale en enseignant la pleine conscience. Les applications de méditation envoient des notifications sur comment être présent. C'est comme si nous avions transformé le dharma en algorithme et la sagesse en métrique d'engagement. Le plus drôle, c'est que cette même technologie pourrait théoriquement rendre la spiritualité plus accessible. Mais apparemment, nous avons réussi l'effet contraire avec une constance impressionnante. Découvrons comment 3 personnes ont appris dans la pratique la différence entre le bouddhisme authentique et sa version Instagram-friendly. Camille a toujours été du genre à découvrir les tendances avant les autres. Pas parce qu'elle était particulièrement visionnaire, mais parce qu'elle passait trop de temps sur TikTok quand elle aurait dû travailler. C'est ainsi qu'elle a remarqué quelque chose d'intéressant qui se passait dans le coin le plus calme d'Internet. Des gens qui gagnaient beaucoup d'argent en étant zen. Ce n'était pas juste de la méditation basique, c'était tout un style de vie. Des appartements minimalistes avec des plantes stratégiquement positionnées. Des matins qui commençaient avec de l'eau tiède et du citron filmés au ralenti. Des stories sur l'énergie et les vibrations qui généraient plus d'engagement que les mèmes de chat. Camille a regardé son feed désordonné de maquillage et de nourriture et s'est dit « pourquoi pas ?» Elle méditait déjà en quelque sorte. Genre, elle avait téléchargé Headspace une fois et l'avait utilisé pendant 3 jours. Ça comptait, non ? La première tentative fut une story simple. Camille assise par terre dans l'appartement, les yeux fermés, avec la légende « Moment Mindfulness ». 27 likes. Ce n'était pas viral, mais ce n'était pas zéro non plus. Pour quelqu'un avec 50 vrais followers et 300 bots, c'était du progrès. Elle a commencé à faire des recherches. Elle a découvert que spiritualité lifestyle était une catégorie entière sur YouTube. Il y avait des gens avec des millions d'abonnés vendant des cours sur aligner les chakras pour le succès professionnel et méditation pour manifester l'abondance. L'univers numérique, apparemment, était très intéressé par la paix intérieure qui payait les factures. L'étape suivante était évidente. Si les gens voulaient du zen, Camille donnerait du zen. Elle a réorganisé l'appartement, acheté quelques bougies, téléchargé une application de son de la nature et a commencé à filmer ma routine matinale mindful. La vidéo a eu 112 likes, puis 200. La semaine suivante, 500. Camille a découvert qu'elle avait trouvé son créneau. La spiritualité pour les gens qui n'avaient pas le temps pour la vraie spiritualité. Bien sûr, elle ne savait rien sur le vrai bouddhisme. Mais Internet ne semblait pas très préoccupé par les références académiques. Ce qui importait, c'était le vibe, l'esthétique, et surtout, poster tous les 5 jours sans faillir. En 2 mois, Camille avait 1000 abonnés et 3 partenariats avec des marques de thé.
Elle monétisait officiellement la sérénité. L'algorithme était content, les sponsors aussi. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Le premier live matinal de Camille fut un accident. Elle testait la nouvelle caméra et avait oublié qu'elle diffusait en direct quand elle a commencé sa routine de méditation. 15 personnes l'ont regardée se réveiller les yeux gonflés, boire du café sans filtre et essayer de se rappeler où elle avait laissé son tapis de yoga. Mais quelque chose de magique s'est produit. Les gens ont adoré l'authenticité. Les commentaires étaient pleins de « Oh là là, que c'est vrai !» et enfin quelqu'un de normal. Camille a réalisé qu'elle était tombée sur la formule secrète. La spiritualité bordélique fonctionnait mieux que la perfection. Alors, elle a décidé d'en faire quelque chose d'officiel. Méditation de 6 heures avec Camille, tous les jours, en direct, sans filtre. Enfin, presque sans filtre. Elle utilisait encore celui qui lissait la peau, mais c'était discret. Le problème, c'est que se lever à 6 heures du matin tous les jours pour méditer en direct est bien plus difficile qu'il n'y paraît, surtout quand vous n'êtes pas du matin et que votre expérience de méditation se résume à 3 jours d'application. La première semaine, Camille se levait à 5h30 pour se préparer. Elle se brossait les dents, arrangeait ses cheveux, organisait le décor. Quand 6 heures arrivaient, elle était prête pour 20 minutes d'attention pleine authentique avec une bande sonore d'oiseaux téléchargée d'Internet. La deuxième semaine, elle a commencé à se lever à 5h45. La troisième, 6 heures pile. La quatrième semaine, Camille faisait du live de méditation encore à moitié endormie, avec la tête de quelqu'un qui remettait en question ses choix de vie. Mais l'algorithme ne pardonne pas. Chaque jour, sans live, était une chute dans les visualisations. Chaque story manquée était de l'engagement perdu. Camille a découvert qu'être zen professionnellement était plus stressant que n'importe quel travail qu'elle avait eu. Elle a commencé à faire des cauchemars avec des notifications. Elle se réveillait au milieu de la nuit inquiète de savoir si elle avait posté la story du jour. Elle vérifiait les métriques compulsivement. Son anxiété augmentait exponentiellement pendant qu'elle enseignait aux autres à rester calme. Le pire, c'était pendant les lives eux-mêmes. Camille essayait de se concentrer sur la respiration tout en regardant de côté les commentaires. Respire plus lentement. Parle de gratitude. Ça finit à quelle heure? Elle méditait pour un public, ce qui était probablement l'opposé de ce que la méditation devrait être. En 3 mois de méditation de 6 heures, Camille avait 5000 abonnés et un syndrome de l'imposteur de niveau industriel. Elle était officiellement trop anxieuse pour réussir à méditer. L'ironie était si évidente que même l'algorithme aurait dû s'en apercevoir. Quand Camille a atteint 10 000 abonnés, les marques ont commencé à apparaître. D'abord, ce fut une entreprise de thé qui voulait qu'elle incorpore naturellement le produit dans la routine matinale. Puis est venue une marque de cristaux qui promettait des énergies alignées avec son contenu authentique. Camille a regardé la proposition de partenariat et s'est dit « Enfin, ça marchait ». La spiritualité numérique payait vraiment les factures. Elle a signé des contrats avec 5 marques différentes et créé un planning de posts sponsorisé qui ressemblait plus à un tableau corporatif qu'à un plan spirituel. Mardi, thé de la marque X, pendant la méditation matinale. Mercredi, cristaux de la marque Lei dans la story de l'après-midi. Jeudi, tapis de yoga de la marque Z. Vendredi, huile essentielle de la marque W. Samedi, livre de développement personnel de la marque V. Camille était devenue une machine de vente déguisée en gourou de la paix intérieure. Le problème, c'est que maintenir 5 partenariats actifs tout en feignant d'être spontané est un travail à temps plein.
Camille devait planifier chaque moment, naturel, à l'avance. Ces matins zen sont devenus des séances de photographie commerciale avec un script prédéfini. Elle se levait à 5 heures pour préparer le décor, tester la lumière, organiser les produits qu'elle devait mentionner et répéter les répliques spontanées. Quand elle allumait finalement la caméra à 6 heures, Camille était déjà épuisée de tant se préparer pour se détendre. Les lives sont devenus étranges. Camille essayait de méditer tout en calculant mentalement si elle avait déjà assez mentionné le thé pour remplir le contrat. Elle respirait profondément et pensait « Est-ce que je dois parler du cristal maintenant ou je peux laisser pour la fin ?» Les abonnés ont commencé à remarquer. Les commentaires ont changé de « Qu'elle est inspirante » à « très commercial » aujourd'hui. Camille voyait les critiques en temps réel pendant les transmissions et essayait de ne pas paraître désespérée en ajustant le discours au milieu de la méditation. Le moment décisif est arrivé un jeudi de novembre. Camille était au milieu d'un live sur comment trouver la paix intérieure en temps difficile quand elle a dû mettre en pause la méditation pour montrer le nouveau diffuseur d'arômes de la marque sponsor. Elle a littéralement arrêté de respirer consciemment pour faire de la pub pour un produit qui promet de vous aider à mieux respirer. C'est là que Camille a eu sa première crise de panique en direct, devant 3000 personnes qui regardaient. Elle a commencé à hyperventiler en essayant d'expliquer comment le diffuseur de lavande pourrait transformer l'expérience méditative de n'importe qui. La transmission a duré encore 15 minutes avec Camille, clairement en panique, en feignant que tout allait bien. Les commentaires étaient se partager entre une préoccupation genuine et des gens demandant où acheter le diffuseur avec une réduction. Camille a éteint le live et s'est rendu compte qu'elle avait créé l'entreprise la plus contradictoire du monde. Une entreprise d'anxiété déguisée en solution pour l'anxiété. Après la crise de panique en direct, Camille a fait quelque chose de révolutionnaire pour une influenceuse. Elle est sortie d'Internet pendant 3 jours. Elle n'a pas posté de story, n'a pas répondu aux commentaires, n'a pas vérifié les métriques. C'était comme une détox numérique forcée par son propre système nerveux. Le 2e jour d'abstinence des réseaux, elle était dans la queue du supermarché quand elle a entendu une conversation étrange. Une dame d'environ 60 ans expliquait à sa fille comment la pleine conscience n'est pas vraiment ce qu'on voit sur Internet. Camille, curieuse et désespérée pour n'importe quoi qui ait du sens, a engagé la conversation. La dame s'appelait Michel et pratiquait le bouddhisme depuis 30 ans. Pas le bouddhisme Instagram, mais celui qui vient avec des livres épais, des pratiques ennuyeuses et 0 hashtag. Quand Camille a raconté son canal et la crise récente, Michel a ri d'une façon qui n'était pas cruelle, mais définitivement consciente de l'ironie. « Tu confonds sati avec performance », a dit Michel, comme si c'était évident. Camille n'avait aucune idée de ce qu'était sati, mais a fait semblant de savoir pour ne pas paraître complètement perdue. Michel l'a invitée à une pratique réelle le week-end, dans une salle louée dans un centre communautaire qui n'avait définitivement pas de ring light. Samedi matin, Camille est arrivée en s'attendant à trouver quelque chose d'instagrammable. Elle a trouvé 15 personnes assises sur des chaises en plastique dans une salle qui sentait le café réchauffé et avec une télévision éteinte. Pas de bougies, cristaux ou playlist d'ambiance, juste des gens ordinaires pratiquant quelque chose appelé « vraie attention pleine ». Michel a expliqué que sati, le mot original en pali, ne signifiait pas seulement faire attention. Cela signifiait une conscience lucide qui incluait le discernement, la mémoire et la sagesse. Ce n'était pas à propos de vider l'esprit ou devenir zen, c'était à propos de percevoir ce qui se passait vraiment, y compris quand ce qui se passait était inconfortable.
La vraie attention pleine inclut percevoir quand tu fais semblant d'être présente, a dit Michel, regardant directement Camille. Cela inclut remarquer quand tu utilises la spiritualité pour éviter les problèmes, au lieu de les résoudre. Pendant la première méditation sans caméra, Camille aperçut des choses bizarres, qu'elle n'arrivait jamais à rester 5 minutes sans penser à ce qu'elle allait poster après, que sa respiration consciente était toujours une performance, même quand elle était seule, qu'elle avait transformé une pratique d'autoconnaissance en stratégie marketing sans même s'en apercevoir. Le groupe se réunissait tous les samedis depuis 7 ans. Personne n'avait d'Instagram spirituel. La plupart travaillaient dans des bureaux ou des magasins, avaient des problèmes normaux comme tout le monde et pratiquaient le bouddhisme comme on va à la salle de sport, sans glamour, mais de façon constante. Camille a appris que la pleine conscience commerciale était une version édulcorée de pratiques bien plus complexes, que le vrai sati incluait des aspects éthiques, le discernement entre ce qui est utile et ce qui est nuisible, et surtout, l'honnêteté brutale avec soi-même. Rien de tout cela ne générait de contenu viral. Après 3 samedis consécutifs, Camille a compris pourquoi sa version numérique de la méditation causait plus d'anxiété. Elle essayait d'être consciemment présente tout en performant simultanément pour un public invisible. C'était impossible d'être vraiment attentive quand la moitié de l'esprit calculait l'engagement. La découverte la plus troublante. L'attention pleine authentique ne produit pas de moments instagrammables. En fait, plus la pratique est réelle, moins elle devient intéressante pour ceux qui regardent de l'extérieur. Sati fonctionnait exactement quand personne ne faisait attention à vous. La décision d'arrêter de filmer la méditation fut plus difficile que Camille ne l'avait prévu. Pas techniquement. Il suffisait de ne pas allumer la caméra. Mais psychologiquement, c'était comme décider d'arrêter de respirer. Elle avait conditionné sa pratique spirituelle à la validation externe pendant si longtemps que méditer sans audience semblait complètement sans sens. D'abord, Camille a essayé un compromis. Elle a continué à poster sur le bouddhisme, mais sans les lives matinaux. Au lieu de performances en direct, elle faisait des posts réflexifs sur voyage intérieur et découvertes authentiques. Les abonnés ont remarqué le changement immédiatement. Où sont les méditations? Les lives me manquent. Tu as changé. Avant, tu étais plus inspirante. L'algorithme fut encore plus cruel. Sans contenu, quotidien et engagement constant, la portée des posts a chuté. Camille a vu ses chiffres tomber en temps réel, de 5000 visualisations à 3000, puis 1000, puis 500. C'était comme regarder sa pertinence numérique s'évaporer au ralenti. Les marques ont commencé à questionner les partenariats. Le représentant de l'entreprise de thé a envoyé un email poli mais direct. Nous avons remarqué une chute significative dans l'engagement. Nous allons réévaluer notre stratégie. Traduction. Adieu, argent du thé conscient. Camille a traversé une crise existentielle bizarre. Elle avait découvert une pratique de méditation qui fonctionnait vraiment, qui diminuait son anxiété et avait du sens pour sa vie. Mais cette même pratique détruisait sa carrière numérique. C'était comme si croissance spirituelle et croissance d'abonnés étaient inversement proportionnelles. Pendant 2 semaines, elle est restée dans les limbes. Elle pratiquait le vrai sati les samedis avec Michel et essayait de maintenir la persona spirituelle en ligne pendant la semaine. C'était épuisant de faire semblant d'être encore dans le même vibe quand elle avait découvert que tout le vibe était problématique depuis le début. Le moment de vérité est arrivé quand un abonné a commenté « Camille, tu sembles plus anxieuse depuis que tu as arrêté les lives. Ramène la version zen. » Elle a réalisé que les gens voulaient consommer sa sérénité performative, pas nécessairement devenir serein pour de vrai.
Camille a pris la décision la plus anti-influenceuse possible. Elle a posté une vidéo honnête. Elle a expliqué qu'elle avait découvert la différence entre vraie pleine conscience et pleine conscience pour caméra. Que l'attention pleine authentique n'arrive pas pendant que vous êtes préoccupé par les likes et commentaires. Qu'elle allait continuer à pratiquer, mais sans filmer. La vidéo a eu 2000 visualisations et 200 désabonnements le premier jour. Les gens ont commenté des choses comme « Quelle déception !» et « C'était mieux quand tu n'étais pas problématique ». Camille a réalisé que son public ne voulait pas d'évolution spirituelle de sa part. Il voulait du divertissement spirituel. 6 mois plus tard, Camille avait 3000 abonnés, la moitié du pic. Mais elle avait aussi l'anxiété contrôlée, une pratique méditative constante et 0 besoin de se lever à 6 heures du matin pour montrer la sérénité à des étrangers. Elle arrivait à méditer pour de vrai parce qu'elle avait finalement arrêté de traiter la méditation comme du contenu. Le groupe du samedi est devenu partie de la routine. Michel a expliqué que c'était le modèle. Plus la pratique spirituelle est authentique, moins elle devient intéressante pour ceux qui sont à l'extérieur. Le vrai sati n'a pas de drame, rebondissement ou moments instagrammables. C'est basiquement vous assise en faisant attention aux choses. Et comme elles sont, pas comme elles sont meilleures en photo. Camille a découvert que le bouddhisme authentique a une caractéristique bien spécifique. Il fonctionne mieux quand personne ne regarde et ne like. C'est presque comme si la pratique savait quand vous faites semblant. Pendant que Camille découvrait que méditer pour la caméra est l'opposé de méditer, de l'autre côté du pays, un psychologue était sur le point d'apprendre que transformer sagesse ancienne en contenu viral est plus facile que l'inverse. Julien avait toujours été le genre de psychologue qui lisait des articles sur neuroplasticité pendant le déjeuner et citait des études dans des conversations normales, pas de façon prétentieuse, mais parce qu'il trouvait genuinement fascinant comment le cerveau fonctionnait. Alors quand il a découvert que la méditation avait des effets mesurables sur l'amygdale, il était vendu. Le problème, c'est que Julien était aussi le genre de personne qui pensait que si quelque chose était scientifiquement prouvé, tout le monde voudrait automatiquement l'apprendre. Il a sous-estimé à quel point les gens préfèrent des solutions rapides à des pratiques qui demandent de la patience. Sa première tentative de démocratiser la pleine conscience fut un blog appelé Neurosciences de la méditation. Article de 3000 mots expliquant comment la pratique contemplative modifie la matière grise. Graphique montrant la corrélation entre temps de méditation et réduction du cortisol. Références bibliographiques avec des liens vers PubMed. Après 6 mois, le blog avait 47 lecteurs réguliers, dont sa mère et probablement quelques bots. Julien a réalisé que personne ne voulait lire des dissertations sur les bienfaits de la méditation. Les gens voulaient méditer, pas comprendre pourquoi ça marchait. Alors, il a pivoté vers YouTube. Méditation basée sur la science. Des vidéos de 10 minutes expliquant des techniques simples avec le support de recherche réelle. Pas de musique mystique ou de référence à l'énergie cosmique. Juste des instructions claires basées sur des protocoles qui avaient été testés en laboratoire. Les premières vidéos ont eu une centaine de vues chacune, puis 200, puis mystérieusement une vidéo sur comment la respiration consciente réduit l'anxiété avec preuve a explosé. 15 000 vues en une semaine. Julien était confus mais excité. Il a analysé les métriques et découvert quelque chose d'intéressant. Les gens ne regardaient pas les vidéos entières. Ils sautaient directement aux parties pratiques, ignoraient complètement les explications scientifiques. Ce qu'ils voulaient, c'était des techniques qui marchaient rapidement, pas de comprendre pourquoi elles marchaient.
Julien a fait ce que tout créateur de contenu fait quand découvre ce qui fonctionne. Il a doublé la mise. Moins de science, plus de pratique. Vidéos plus courtes, instructions plus directes. Méditation de 5 minutes pour l'anxiété, technique de respiration qui marche instantanément. Comment calmer l'esprit en 60 secondes. En 6 mois, la chaîne avait 50 000 abonnés. Julien était officiellement un expert en pleine conscience sur Internet. Le problème, c'est qu'il commençait à enseigner des versions simplifiées de pratiques complexes pour s'adapter au format viral. La science était toujours là, mais de plus en plus diluée. L'algorithme YouTube a une logique particulière. Il récompense la constance, l'engagement et surtout la capacité de garder les gens sur la plateforme le plus longtemps possible. Julien a découvert que ses vidéos les plus populaires n'étaient pas les plus précises scientifiquement, mais celles qui promettaient des résultats rapides. Méditation de 3 minutes qui change votre vie a eu 200 000 vues. La technique secrète des moines tibétains, qui n'était pas secrète et que Julien avait trouvé dans un livre de 1987, a atteint 500 000. Plus le titre était sensationnaliste, plus les gens cliquaient. Julien s'est retrouvé dans une position bizarre. Il savait que la vraie méditation demandait des mois ou des années de pratique constante pour montrer des bénéfices significatifs. Mais son audience voulait des transformations instantanées. Alors il a commencé à adapter le message à la demande. Au lieu de « cette pratique peut aider à réduire l'anxiété avec le temps », il disait « éliminer l'anxiété en 5 minutes ». Au lieu de « les effets de la méditation s'accumulent graduellement », c'était « changer votre vie aujourd'hui ». Julien justifiait en se disant qu'au moins les gens commençaient à pratiquer, même avec des attentes irréalistes. Le problème, c'est que promettre des résultats rapides attire des gens qui abandonnent rapidement. Les commentaires ont commencé à changer. J'ai essayé pendant 1 semaine et ça ne marche pas. Vous avez dit que ça changerait ma vie, mais je me sens pareil. C'est de l'arnaque. La méditation ne fonctionne pas. Julien passait de plus en plus de temps à répondre aux commentaires frustrés, expliquant que la méditation demande de la patience et de la constance. Mais ces explications nuancées se perdaient dans le flot de contenu rapide et de promesses instantanées qu'il avait lui-même créées. La chaîne continuait à grandir, 100 000, puis 200 000 abonnés. Mais Julien remarquait quelque chose d'étrange. Plus il simplifiait les enseignements pour les rendre viraux, moins ils ressemblaient aux pratiques qu'il avait initialement aidées. Il enseignait une version McDonald's de la méditation, rapide, pratique, mais nutritionnellement douteuse. Le moment de révélation est arrivé quand il a reçu un email d'un abonné. « Merci pour vos vidéos. J'ai essayé la méditation de 5 minutes tous les jours pendant 1 mois, mais je suis toujours anxieux. Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Julien a réalisé qu'il avait créé exactement le problème qu'il voulait résoudre. Des gens frustrés par la méditation parce qu'ils avaient des attentes irréalistes qu'il avait lui-même encouragées. Quand la chaîne de Julien a atteint 300 000 abonnés, les opportunités commerciales ont commencé à apparaître. D'abord, c'était des marques d'applications de méditation qui voulaient des mentions, puis des entreprises de suppléments pour améliorer la concentration. Ensuite, des cours en ligne sur comment devenir coach en pleine conscience en 30 jours. Julien a regardé les propositions et s'est dit que c'était l'opportunité de monétiser son expertise. Il a créé son propre cours, Maîtrise de la méditation, de débutant à expert en 8 semaines. Prix 297 €. Promesse: transformez votre vie avec des techniques scientifiquement prouvées. Le cours était bien fait. Julien avait inclus des exercices progressifs, des explications détaillées et même des sessions de questions-réponses en direct.
Mais il avait aussi promis des résultats en 8 semaines, ce qui était optimiste même pour quelqu'un qui pratiquait déjà. 500 personnes se sont inscrites la première semaine. Julien était excité. C'était 148 500 € de revenus pour 8 semaines de travail. Il avait officiellement transformé sa passion pour la neuroscience contemplative en business viable. Le problème a commencé à apparaître vers la 4e semaine. Les gens dans le groupe Facebook du cours commençaient à exprimer de la frustration. Je ne vois pas les changements promis. C'est plus difficile que dans les vidéos. Quand est-ce que je vais me sentir zen, comme vous le dites? Julien passait des heures chaque jour à gérer les attentes dans le groupe. Il expliquait que la méditation était un processus, que les bénéfices venaient avec le temps, que chaque personne progressait différemment. Mais ses propres promesses marketing contredisaient ces nuances. La situation s'est compliquée quand quelques participants ont commencé à demander des remboursements. Vous avez promis que je serais expert en 8 semaines, mais je n'arrive même pas à méditer 5 minutes sans être distrait. Julien s'est retrouvé dans la position bizarre de défendre des promesses qu'il savait être irréalistes. Le pire, c'est qu'il avait commencé à croire son propre marketing. Julien méditait depuis des années, alors pour lui les techniques semblaient simples et naturelles. Il avait oublié à quel point c'était difficile au début, combien de temps il avait fallu pour développer une pratique stable. Quand il essayait de méditer pour préparer ses vidéos, Julien se rendait compte qu'il pensait constamment au contenu. Est-ce que cette technique ferait une bonne vidéo? Comment je peux expliquer ça de façon simple? Quel titre accrocheur je pourrais utiliser? Sa propre pratique était devenue contaminée par la logique de production de contenu. Le moment décisif est arrivé pendant une session de questions-réponses en direct. Un participant a demandé « Julien, vous méditez depuis combien de temps pour être si calme et centré ?» Julien a réalisé qu'il n'était ni calme ni centré. Il était stressé par les deadlines de contenu, anxieux à propos des métriques et constamment préoccupé par la prochaine vidéo. Il était devenu exactement ce qu'il critiquait au début, quelqu'un qui vendait une version idéalisée de la méditation qu'il ne pratiquait pas lui-même de façon authentique. Après 6 mois de cours en ligne et de promesses de transformation rapide, Julien a eu ce qu'il a appelé plus tard son moment de lucidité forcée. Il était en train d'enregistrer une vidéo sur comment rester présent dans un monde distrayant, quand il a réalisé qu'il avait vérifié ses notifications 3 fois pendant l'enregistrement. C'était tellement absurde qu'il a éclaté de rire au milieu de la prise. Puis il a pleuré. Puis il a éteint la caméra et s'est assis en silence pour la première fois en mois, sans penser au contenu qu'il pourrait en tirer. Julien a pris une décision radicale pour un créateur de contenu. Il a arrêté de poster pendant 2 semaines. Pas d'annonce, pas d'explication, juste silence. Il voulait retrouver ce que c'était que de méditer sans agenda caché. Les 2 premières semaines ont été horribles. Julien avait des symptômes de sevrage des réseaux sociaux qu'il n'avait même pas réalisé avoir développés. Il vérifiait compulsivement les statistiques de sa chaîne, paniquait à propos de la chute d'engagement et avait des idées de vidéos qu'il ne pouvait pas enregistrer. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé vers la 3e semaine. Julien a commencé à méditer comme il le faisait avant YouTube, sans objectif de contenu, sans techniques à tester, sans audience à impressionner. Juste lui, assis, faisant attention à sa respiration. Il a redécouvert et pourquoi il était tombé amoureux de la méditation au départ. Ce n'était pas à cause des bénéfices neuroplastiques ou des études sur la réduction du stress. C'était parce que ça lui donnait des moments de paix genuine dans une vie autrement chaotique. Julien a aussi réalisé quelque chose de troublant sur son cours. Il avait créé un programme basé sur ce qu'il pensait que les gens voulaient entendre.
pas sur ce qui les aiderait vraiment. La vraie méditation était lente, parfois ennuyeuse, et définitivement pas instagrammable, mais c'était exactement ce qui la rendait efficace. Quand il est revenu sur YouTube après un mois, Julien a fait quelque chose d'inhabituel. Il a posté une vidéo honnête sur pourquoi il avait disparu. Il a expliqué qu'il était devenu tellement obsédé par la création de contenu sur la méditation qu'il avait arrêté de méditer authentiquement. La vidéo a eu moins de vues que ses contenus habituels, mais les commentaires étaient différents. Merci pour l'honnêteté. Enfin, quelqu'un de réel. J'ai le même problème avec ma pratique. Julien a réalisé qu'il y avait un public pour l'authenticité, même si c'était plus petit. Il a restructuré complètement sa chaîne. Fini les promesses de transformation rapide. À la place des vidéos sur les défis réels de la méditation, pourquoi c'est normal de lutter avec la pratique et comment développer des attentes réalistes. Ses abonnés ont chuté de 300 000 à 150 000, mais ceux qui sont restés étaient plus engagés, posaient de meilleures questions et semblaient vraiment bénéficier du contenu. Julien avait échangé la quantité contre la qualité, et bizarrement, il était plus satisfait de son travail. Le troisième personnage de cette histoire n'était ni influenceuse, ni expert autoproclamé. Sophie était juste quelqu'un qui cherchait désespérément une solution à son anxiété et était tombée dans le piège de croire que la spiritualité Instagram était la vraie chose. Sophie avait découvert la pleine conscience de la façon la plus moderne possible, à travers un algorithme. Après avoir cherché comment arrêter de s'inquiéter sur Google à 3 heures du matin, elle s'est retrouvée dans un rabbit hole de vidéos de méditation, posts inspirants et témoignages de transformation. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Des gens qui avaient eu de l'anxiété comme elle et qui l'avaient guérie avec la méditation. Pas de thérapie longue et coûteuse, pas de médicaments avec des effets secondaires. Juste s'asseoir et respirer, et apparemment, tous les problèmes se résolvaient. Sophie a commencé par télécharger toutes les applications populaires. Headspace, Calm, Insight Timer. Elle suivait des comptes Instagram de guerrières de la lumière et guérisseuses intuitives. Elle a acheté des cristaux, des bougies spéciales et un coussin de méditation qui coûtait plus cher que ses chaussures. Les premiers jours étaient encourageants. Sophie se sentait partie de quelque chose de plus grand, connectée à une communauté de gens qui vibraient plus haut. Elle postait des photos de ses sessions matinales avec des hashtags comme mindfulness, gratitude, blessed. Mais après 2 semaines de méditation quotidienne, Sophie ne se sentait pas transformée. Elle était toujours anxieuse, toujours préoccupée par le travail et les relations. Pire, elle commençait à être anxieuse à propos de ne pas être assez zen. « Pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» se demandait-elle. Sophie a intensifié ses efforts, plus de méditation, plus de contenu spirituel, plus de produits promettant l'éveil. Elle a rejoint des groupes Facebook sur la manifestation et commencé à croire que son anxiété persistante était due à des blocages énergétiques qu'elle devait libérer. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment problématiques. Sophie a dépensé des centaines d'euros en cours en ligne sur comment aligner ses chakras et méditation pour manifester l'abondance. Elle était convaincue que si elle trouvait juste la bonne technique, la bonne fréquence, le bon cristal, elle serait enfin en paix. L'ironie, c'est que plus Sophie consommait de contenu sur la paix intérieure, plus elle était agitée. Elle passait des heures à faire défiler des posts inspirants au lieu de méditer. Elle comparait sa pratique à celle des influenceuses parfaites qu'elle suivait. Elle était devenue accro au contenu sur la méditation au lieu d'être accro à la méditation elle-même. Le point de rupture, pour Sophie,
est arrivée après qu'elle ait dépensé 500 € pour un intensif de guérison énergétique en ligne qui promettait de libérer tous les traumas en un week-end. L'intensive consistait principalement en une femme parlant de vibrations et vendant des produits supplémentaires. Sophie s'est rendue compte qu'elle était tombée dans quelque chose qui ressemblait plus à du marketing, multiniveau spirituel, qu'à une pratique authentique. Elle avait dépensé plus de 2000 € en 6 mois sur des cours, cristaux, huiles et applications. Et elle était plus anxieuse qu'au début. Frustrée et un peu honteuse, Sophie a décidé d'essayer une approche différente. Elle a cherché Méditation traditionnelle Lyon et trouvé un centre bouddhiste qui offrait des cours gratuits le dimanche matin. Pas de ring lights, pas de produits à vendre, juste des gens ordinaires assis en silence. Le contraste était saisissant. Au lieu de promesses de transformation instantanée, l'enseignant parlait de patience et de pratiques à long terme. Au lieu de techniques secrètes, il enseignait des méthodes simples qui existaient depuis des siècles. Au lieu de vendre quelque chose, il donnait des instructions gratuitement. Sophie a appris que la vraie méditation était beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile que ce qu'elle avait vu en ligne. Simple parce qu'il n'y avait pas besoin d'équipement spécial ou de techniques compliquées. Difficile parce que ça demandait de la discipline et de la patience sans garantie de résultats rapides. Le plus révélateur, l'enseignant lui a dit que l'anxiété n'était pas quelque chose à guérir avec la méditation, mais quelque chose à comprendre et accepter. La pratique ne faisait pas disparaître les émotions difficiles. Elle aidait à développer une relation différente avec elle. Après 6 mois de pratique dans le centre, Sophie méditait toujours avec de l'anxiété parfois. Mais elle n'était plus anxieuse à propos d'être anxieuse. Elle avait arrêté de chercher la technique parfaite et commencé à accepter que la méditation soit parfois inconfortable. Elle a aussi arrêté de suivre les comptes spirituels sur Instagram, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils la distrayaient de sa propre pratique. Sophie avait découvert que la vraie spiritualité était beaucoup moins photogénique que sa version en ligne. Le plus ironique, maintenant qu'elle ne cherchait plus désespérément la paix intérieure, Sophie la trouvait occasionnellement. Pas comme un état permanent d'illumination, mais comme des moments de calme au milieu de la vie normale. C'était moins spectaculaire que ce qu'elle avait imaginé, mais beaucoup plus durable. Alors, qu'est-ce que ces 3 histoires nous apprennent sur le bouddhisme à l'ère d'Instagram? Premièrement, que l'attention est devenue la ressource la plus précieuse de notre époque, et ironiquement, nous utilisons des pratiques d'attention pour la monétiser au lieu de la cultiver. Camille, Julien et Sophie ont tous découvert que dès que vous transformez la méditation en contenu, elle cesse d'être de la méditation. Deuxièmement, que l'algorithme récompense exactement l'opposé de ce que la vraie pratique spirituelle demande. Les réseaux sociaux favorisent la stimulation constante, les résultats rapides et la comparaison sociale. La méditation authentique demande de la patience, de l'acceptation de l'ennui et de l'introspection sans audience. Troisièmement, que nous avons créé une génération de gens qui sont experts en consommation de contenu spirituel, mais novices en pratique spirituelle réelle. Nous savons plus sur la méditation que n'importe quelle génération précédente, mais nous la pratiquons peut-être moins authentiquement. Le paradoxe central, c'est que la technologie qui pourrait démocratiser la sagesse ancienne finit par la déformer. Nous avons accès à plus d'enseignements spirituels que jamais, mais filtrés à travers des algorithmes conçus pour maximiser l'engagement, pas l'éveil. Camille a découvert que méditer pour une audience est une contradiction dans les termes. Julien a appris que simplifier la sagesse, pour la rendre virale, la vide de sa substance.
Sophie a réalisé que consommer du contenu sur la paix intérieure peut devenir une forme sophistiquée d'évitement de la paix intérieure. Tous les trois ont fini par trouver des pratiques authentiques, mais seulement après avoir abandonné l'idée que la spiritualité devrait être instagrammable, virale ou même particulièrement intéressante pour les autres. Peut-être que c'est ça la leçon, la vraie méditation, le vrai sati, la vraie attention pleine. Ça marche exactement quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à prouver, et quand vous arrêtez d'essayer de transformer votre paix intérieure en personal brand. C'est presque comme si les pratiques spirituelles avaient un système immunitaire contre la commercialisation. Plus vous essayez de les monétiser, moins elles fonctionnent. Plus vous les performez, moins elles sont authentiques. Plus vous les utilisez pour impressionner les autres, moins elles vous transforment. Alors peut-être que la vraie révolution spirituelle de notre époque ne sera pas de rendre la méditation plus accessible en ligne, mais de la protéger des logiques qui gouvernent notre vie en ligne. Peut-être que le plus radical qu'on puisse faire, c'est de méditer sans le poster, de grandir spirituellement sans le documenter et de trouver la paix sans la partager. Après tout, si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne le poste sur Instagram, est-ce qu'il fait du bruit? Dans le cas de la méditation, la réponse est probablement seulement s'il n'y a personne pour l'entendre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre pratique spirituelle était influencée par les réseaux sociaux? Est-ce que vous méditez différemment quand vous savez que vous allez en parler après? La semaine prochaine, on va explorer comment notre génération a réussi à transformer le minimalisme, une philosophie sur avoir moins, en excuse pour acheter plus. Spoiler alerte, ça implique beaucoup d'influenceurs, vendant des cours sur comment désencombrer votre vie. En attendant, peut-être essayer de méditer sans en parler à personne, juste pour voir ce que ça fait. Bonne nuit et dormez bien.